Bonjour et bienvenue dans ce Quantum numéro 19. On n'arrête plus l'actualité quantique et Olivier aussi. En même temps, bah oui, l'actu est déjà dépassée à peine écrite. Ton bouquin sort qu'on a déjà 4 news. Et est-ce que tu as eu le temps déjà de mettre à jour? Oui, j'ai mis à jour le bouquin au fur et à mesure de l'arrivée des news. Bon, c'est bien. Donc, toujours Olivier Ezrati, notre grand creuseur d'infos du quantique, qui continue à décortiquer, même s'il a fini d'écrire le bouquin. Et pourtant, il va falloir qu'il se remette sur un autre sujet, c'est l'IA. Mhm. Bientôt une nouvelle deadline et encore un nouveau bouquin. Et du coup, on va enchaîner tout de suite avec 4 news quand même en 15 jours. Moi, j'espérais avoir la paix un mois. Ben non, ça n'aura pas tenu. Trop d'infos. Et Attends, tout ça, c'est même pas en 15 jours, c'est arrivé en 2 jours. oui, 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 c'est arrivé en 2 jours, mais C'était très moi, concentré. Alors, la voilà, chance que j'ai eue, c'est que c'est pas arrivé le jour où j'ai publié le la dernière bouquin, édition ouais. du bouquin, parce que l'année dernière, c'était le moment de la publication de bouquin que Google annonçait la suprématie Bah, quantique, enfin exactement. annonçait malencontreusement, disons, à l'insu de son plein gré. Et IBM annonçait aussi quelque chose au même moment. Là, ils m'ont laissé une semaine de répit, c'est presque Voilà, tu bien. as eu le temps de faire d'autres petits trucs et tout d'un coup, c'est-à-dire hop, 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 il faut encore rajouter Mm. des pages. Donc voilà. Donc d'ailleurs, IBM qui continue à faire des annonces. Et donc eux, ils annoncent une roadmap pleine d'infos pour aller jusqu'à 1 million de qubits en supraconducteur. Mazette. Mais rien que ça, tout va bien. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. Bah, c'est une annonce qui est quand même importante parce qu'elle est assez rare. IBM a rarement communiqué sur sa roadmap et qui plus est sur une roadmap ici qui est de l'ordre de 5 à 6 ans. Mm. Souvent, ils annoncent une étape, puis une étape, puis une étape, et on a du mal à avoir une visibilité. Là, ils ont vraiment misé gros. Ils nous expliquent en gros comment ils vont sortir le calcul quantique de son précaré actuel qui est très limité en nombre de qubits, de l'ordre d'une cinquantaine, pour atteindre les millions de qubits. Et ils veulent Mhm. faire ça en moins de 10 ans. Hein. Ils disent qu'ils vont le faire en 5-6 ans. Donc, c'est extrêmement ambitieux. Et comme c'est ambitieux, ils se sont permis quand même de donner des explications techniques sur comment ils allaient le faire. Mhm. Et on sait pertinemment que les qubits supraconducteurs, ce n'est pas forcément la technologie la plus évidente à faire scaler, hein, donc pour avoir un grand nombre de qubits, pour avoir au-delà de quelques centaines de qubits. Donc, ils ont expliqué dans le détail, dans un post publié par un certain Jay Gambetta, qui est un de leurs je dirais architectes hein, aux États-Unis. Ils ont expliqué en gros comment ils allaient procéder étape par étape. Alors, première surprise, ils annoncent qu'ils avaient déjà dans le cloud une bécane à 65 qubits opérationnelle, alors que le record précédent, c'était 53. Alors, tu vas dire 53-65, c'est pas la révolution. Quoique, si tu arrives à avoir 65 qubits qui sont aussi stables et aussi peu bruités que les précédents de l'ordre de 28 qubits, ça peut être une performance. Alors, C'est petit surtout que détail, c'est un peu exponentiel, même si on change ouais, quelques chiffres, en fait, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine exactement. quand Ouais. même. Effectivement, quand tu passes de 53 qubits à 65 qubits, c'est comme si tu multipliais par 2 puissance, la différence, je ne sais plus compter, 12 ou 13, 2 puissance 12 ou 13, la puissance, puisque tu augmentes l'espace mathématique dans lequel tu vas faire tes calculs. Donc théoriquement, ça augmente beaucoup la puissance. Bon, Voilà, après, ça c'est dépend pas des si anodin algorithmes que dans ça, mais certains. ça Ouais. reste encore faible, mais c'est pas si anodin que ce qu'on pourrait penser. Donc voilà. Bah, ce qu'on sait, en gros, c'est que les ordinateurs quantiques qui seront entre les 50 qubits qu'on a aujourd'hui et quelques centaines de qubits, c'est ce qu'on appelle les ordinateurs bruités. Alors, le petit nom utilisé, c'est le NISC, hein, ça veut dire Noisy Intermediate Scale Computing, Quantum Computing. C'est en gros des ordinateurs sur lesquels on va pas faire de code de correction d'erreur. On va juste utiliser les qubits bruités. On va les exploiter avec des algorithmes faiblement profonds, c'est-à-dire qui n'ont pas un grand nombre de suites de portes quantiques exécutées. Et donc, on va faire des choses relativement simples avec. Alors, au fur et à mesure qu'on va diminuer le bruit et augmenter le nombre de qubits, on va élargir le périmètre de ce qu'on va pouvoir faire. Donc, IBM, ils disent on est déjà à 65, bon, sans préciser le niveau de bruit, donc je suis toujours un peu prudent par rapport à ça. En général, les choses sont sérieuses quand une société ou un laboratoire de recherche annonce de ce qu'on appelle des qubits caractérisés, c'est-à-dire des qubits où on définit précisément, avec des tests, le nombre, certes, mais ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité des portes à 1 qubit, la fidélité des portes à 2 qubits et la fidélité de la lecture. C'est les 3 mesures fondamentales qui permettent de savoir ce qu'il en est. Et c'est très important d'avoir ces 3 chiffres-là, notamment au regard du nombre de qubits, parce que parfois, les bécanes j'allais dire Microsoft, non, d'IBM, d'IBM. elles donnent un résultat correct quand tu es à 20 ou 28 qubits, mais quand tu montes à 53,
le bruit augmente et en fait la fidélité à 53 n'est plus la même qu'à 20 et quelques. Et Ça c'est peut une des être raisons pour voilà, ça peut être pire. pire. Ça peut être pire. Et en général, c'est pire. Donc c'est une des raisons qui fait que par exemple, les 53 qubits qu'IBM a présentés en septembre ou octobre l'année dernière, en 2019, eh bien, n'ont pas été caractérisés, en tout cas publiquement. Donc là, ils annoncent 65 et ils annoncent que dans un an, ils vont passer à 127. Ils annoncent que dans 2 ans, ils vont passer à 433, je crois, de tête. Et après, à 1121, donc une année plus tard encore. Et puis après, ils disent, puis après, on ira à 1 million. Alors là, tu dis, OK, d'accord, mais comment ils vont faire? Alors, c'est ça, ouais. ils sont obligés de résoudre un certain nombre de problèmes techniques, d'ailleurs que j'explique dans mon bouquin, que j'ai eu l'occasion de creuser pendant le printemps. Ils sont obligés de revoir complètement l'architecture de pilotage des qubits, à savoir qu'ils sont obligés de mettre de l'électronique dans le cryostat, donc dans la partie qui est réfrigérée, pour piloter ce grand nombre de qubits, pour limiter la quantité de fils qui vont passer de l'extérieur à l'intérieur du cryostat, et notamment pour limiter les fuites thermiques et pour baisser la consommation d'énergie de pilotage des qubits. Donc ça, ils expliquent qu'ils vont le faire. Ils expliquent notamment que le 65 qubits ou le suivant ont déjà un système qui multiplexe la remontée d'informations par bloc de 8 qubits. C'est-à-dire que 8 qubits sont multiplexés en un seul fil au lieu d'avoir autant de fils qu'il y a de qubits pour remonter l'information. Alors, l'annonce, exactement. Il faut vraiment arriver à simplifier parce qu'ils ne pourront pas mettre autant de fils. Imagine 1 million de fils par qubit. Non, mais il faut à peu près 3 fils par qubit aujourd'hui dans le supraconducteur. Donc, quand tu es à 50 qubits, tu as en tout, je crois, à peu près 180 fils, en tout compris, quoi. Et tes 180 fils, ils occupent déjà ton cryostat quasiment dans tout le volume qui est disponible. Donc, si tu fais x100 ou x1000, ça colle pas, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de revoir l'architecture. Et jusqu'à présent, IBM a été pas très bavard sur les moyens de faire ça. Google avait fait des présentations via un certain Joe Bardeen, qui est un spécialiste de ce qu'on appelle le cryo-CMOS, c'est-à-dire les composants électroniques qui fonctionnent à très basse température et qui servent à générer les micro-ondes qui pilotent les qubits, mais qui n'est d'ailleurs pas encore opérationnel dans les machines de Google. Donc IBM communique là-dessus. Ils ont communiqué sur deux autres informations qui m'ont semblé assez intéressantes. La première, c'est qu'ils ont décidé de ne pas tout faire eux-mêmes. Donc, en gros, ils sortent du modèle Apple où on fait tout de manière intégrée verticalement et ils annoncent qu'ils vont faire appel à des technologies tierces pour certains de leurs composants. Ils ne précisent pas lesquels, mais quand on voit leurs ambitions, ça donne quelques idées. Typiquement, je verrais bien IBM travailler avec SEEQ, SEEQC, qui est une boîte que je suis depuis 6 mois, qui est une filiale d'un groupe américain qui s'appelle Hi-Press, qui était spécialisé dans les composants supraconducteurs. Et je ne serais pas étonné qu'IBM travaille avec eux, dans la mesure où d'ailleurs une partie des travaux de cette boîte viennent d'IBM, des travaux des années 60, 70, 80. Et je ne serais pas étonné qu'il y ait un lien entre ces deux boîtes-là, parce que SEEQ, c'est probablement une des rares boîtes qui a la capacité à créer des composants supraconducteurs qui permettent de scaler l'électronique de contrôle des qubits. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui savent faire ça bien. Ça pourrait être une autre société, mais ça peut être celle-là aussi. Et puis l'autre annonce, qui est peut-être liée justement à ce partenariat avec une société tierce, c'est qu'ils annoncent qu'ils veulent créer un cryostat, donc un frigo, à très basse température, mais de folie, quoi. Alors, moi, ça m'a explosé la tête quand j'ai vu ça, parce que évidemment, il se trouve que j'avais exploré les cryostats, tu sais, dans le bouquin. J'avais rencontré pas mal de gens sur le sujet. J'avais rencontré notamment les équipes de Cryo Concept qui sont actuellement aux Ulysses à Paris et qui font des cryostats. Et donc, j'avais de bonnes sources d'informations sur cette technologie. Et on avait beaucoup discuté des limitations sur la puissance de refroidissement de ces machines et la manière de la dépasser. Et j'avais lu d'ailleurs 1 ou 2 papiers de spécialistes américains qui disaient que pour faire 1 million de qubits, il faudrait faire des cryostats genre 40 fois plus grands, monstrueux. Et 3 petits points, ils disaient, mais si la NSA trouve ça intéressant, ils le paieront. C'était ça le baratin. Et là, tu vois IBM qui annonce 1 million de qubits, alors dans plus de 5 ans, mais avec un frigo de la mort qui tue, qui est dans une photo, d'ailleurs, il y a 2 photos qui circulent sur Internet, dans les blogs et dans l'article d'origine de Jay Gambetta, et c'est une photo qui est extrêmement étonnante. On y voit un espèce de cylindre qui fait plus de 2,50 m de haut, qui fait plus d'1 mètre de large, et à l'intérieur, on voit des petits trucs qui donnent des indications de comment ça fonctionnerait. Donc, tu as fait du rétro-engineering en regardant la photo. Alors, j'ai regardé la photo, j'ai zoomé. Ça te rappellera certains films. Non, tu t'es pris dans Blade Runner, tu as été chercher les détails qu'on ne pourrait pas voir. Je suis allé regarder dans les détails. Exactement. Quand tu zoomes en bas et en haut d'image,
tu vois en fait la structure circulaire qui soutient l'ordinateur quantique par le haut, puis tu en vois une qui ressemble qui est en bas. Alors celle qui est en haut, elle a 20 trous, Mhm. mais des trous qui font de l'ordre de 10 à 15 cm au nez. Et ces trous, en fait, ça correspond en général à l'endroit par où on passe ce qu'on appelle une tête pulsée, c'est-à-dire le système de refroidissement du premier étage du frigo. Puis après, il y a d'autres systèmes qui vont plus bas, qui vont dans la partie qui est à 15 000 Kelvin. Et là, tu en vois 20. D'habitude, il n'y en a qu'une, hein. Parfois deux sur les très gros cryostats, mais là, Ouais. tu en as 20. Et là, tu dis, Donc, waouh! Donc, les mecs, ils en mettent 20. Sur la photo à droite, on voit aussi des racks. Et dans les racks, il y a 4 compresseurs de frigo. Mais ces 4 compresseurs, ils ont l'air de suivre des tuyaux qui vont ailleurs que dans le truc qu'on voit dans la photo. Donc, en fait, ça sert à autre chose. Et donc, t'imagines, c'est des compresseurs qui font, j'imagine, je sais pas, 70 cm de large et 90 cm de haut, et mhm. autant en profondeur. Et il va en falloir 20 pour alimenter ce machin. Et alors, l'autre truc qui est bizarre, c'est que tu vois une plaque équivalente qui est en bas de leur cylindre. Alors, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils vont mettre des refroidisseurs par le bas. Ouais. Bah, les spécialistes ils m'ont dit, non, non, il n'en est pas question. Il faut toujours que ce soit par le haut parce qu'il y a une histoire de gravité pour le refroidissement. Donc, en fait, la plaque du bas, c'est peut-être une plaque qui va être montée en haut, mais qui est pour l'instant en bas. D'accord. Donc, le reverse engineering, il n'est pas évident, mais tu peux quand même en déduire un certain nombre de choses. Alors, moi, j'ai fait le calcul que s'il y a 20 têtes pulsées dans ce bousin, il va quand même consommer 320 kilowatts. Ça commence à être pas mal, quoi. C'est pas mal. C'est peut-être pas très écologique du coup, hein. Ah, oui, mais enfin, en même temps, si c'est 320 kilowatts et qu'il y a 1 million de qubits, et que ce million de qubits équivaut à, on va dire, 100 ou 200 qubits logiques, comme on dit, Ouais. des qubits propres, Mhm. qui sont fabriqués avec plein de qubits sales, on va dire, les millions de qubits, bah, ça peut donner une puissance de calcul qui est largement supérieure à un supercalculateur qui aujourd'hui consomme 12 mégawatts. Ce Donc qui est même si c'est beaucoup, 300 beaucoup plus que kilowatts, 300 kilowatts, ouais. voilà, donc même si c'est 300 kilowatts, c'est quand même bien. Oui, voilà, il y a un rapport qualité et calcul puissance et consommation qui devient quand même hyper rentable et Voilà. intéressant. Alors c'est d'ailleurs un chapitre du bouquin que je vous invite à lire, qui fait une bonne dizaine de pages sur le calcul de la consommation énergétique d'une bécane. Et évidemment, le frigo aujourd'hui, c'est le plus gros budget, mais il y a un autre budget qui est assez important et qui, je pense, va baisser, notamment avec ce genre d'architecture, c'est le budget de l'électronique qui pilote les qubits. Parce que quand tu as 1 million de qubits, il faut envoyer des micro-ondes dans chacun des qubits, avec Mhm. ces fameux composants qu'on évoquait tout à l'heure, et ça, il va falloir calculer combien ça coûte. C'est du travail, quoi. C'est intéressant de voir. En tout cas, voilà, c'est assez surprenant. Et le fait qu'IBM communique ça, ça a quelques implications, parce que ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de moyens quand même, hein. En gros, ils mettent le paquet. Qu'il y a une accélération aussi de l'innovation sur le calcul quantique, hein. Est-ce qu'on peut parler d'accélération? Bah, si IBM suit sa roadmap, on est dans une accélération, ou plutôt dans une vitesse exponentielle. On retrouve une sorte de loi de Moore Mhm. qui voudrait que tous les ans, on double la puissance. Alors, il y a déjà des graphes qui ont été publiés sur cette fameuse loi de Moore du quantique. À une époque, on appelait la loi de Rose, du nom de Ouais. Geordie Rose, qui était le cofondateur de D-Wave il y a 21 ans. Mais cette loi, elle n'a pas été vraiment vérifiée parce que dans les graphes qui circulaient jusqu'à présent, il y avait toujours un mélange entre des qubits caractérisés et des qubits annoncés, mais qui n'étaient pas testés. Donc en fait, ça mélangeait des choux et des carottes, ce qui fait que ce n'était pas fiable. Mais par contre, si IBM caractérise 65 puis 127 qubits à la queue leu, ça contribuera à rendre cette loi de Moore valable. Ou en tout cas, Bon. commencer à voir si on a une courbe un peu exponentielle qui se fait réellement. Alors, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est qu'il faut bien voir que depuis au moins 20 ans, le calcul quantique génère beaucoup de scepticisme de la part des spécialistes, hein. Il y a beaucoup de physiciens, comme Serge Haroche en France, qui considèrent que c'est une chimère, quoi, qu'on n'y arrivera jamais, pour des raisons scientifiques diverses et variées. Et là, les gens d'IBM et de Google ils disent fume, on continue, on essaye, quoi. Et c'est pas les seuls. Et c'est pas les Bien seuls. sûr. Et Ouais. d'ailleurs, alors, est-ce que tu peux nous dire où en sont les équipes françaises et en particulier Pascal, parce que eux, ils sont à quoi 100 000 qubits dans le pipe. Alors, ouais, Pascal, c'est cette start-up qui est basée à Massy-Palaiseau, qui est issue de l'Institut d'optique, hein, et des travaux de laboratoire d'Antoine Brouès, qu'on a d'ailleurs eu en entretien dans Décode Quantum avec Richard Medveux tous les deux. Sur French, ouais. Et voilà. Alors, eux, ils ont déjà montré de l'ordre d'une 50aine de qubits, ce qui est pas mal, hein, mais ils ont une technologie qui est conçue pour aller jusqu'à 1000 qubits, disons de 100 à 1000 qubits.
c'est-à-dire l'ensemble de l'électronique de contrôle, l'ensemble des lasers de contrôle de leur système, qui gèrent des atomes froids, qui sont piégés dans le vide par des lasers, eh bien, c'est une technologie qui pourrait aller jusqu'à 1000 qubits. Et donc, ils ont, disons, dans les deux ans qui viennent, un potentiel je dirais, d'annonce, on va dire, de solutions caractérisées extrêmement performantes. Alors, dans un premier temps, ils prévoient d'utiliser leur qubit pour faire plutôt de la simulation physique, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas du calcul quantique de manière classique avec des portes quantiques. On crée ce qu'on appelle les Hamiltoniens, qui permettent en gros de simuler les interactions entre des particules élémentaires avec des particules élémentaires pour faire de la simulation physique, quoi, chimique ou autre. Mais même dans ce cas-là, s'ils arrivent à aligner de 100 à 1000 qubits, et j'espère qu'ils le feront rapidement, ça sera une prouesse, quoi. C'est clair. Bon, bah, écoute, c'est bien, ça bouge toujours chez Disons nous. que c'est ceux dans le pipe qui sont le plus proches de la mise en production en France d'une machine avec plus de 100 qubits, c'est clair. Alors, il y a d'autres travaux qui sont réalisés en France qui sont prometteurs, qui sont plutôt dans le domaine de la photonique. Alors, on n'a pas réellement de start-up qui soit productrice d'ordinateurs quantiques, mais on a Candela, pour laquelle on a déjà eu aussi un entretien avec Pascal Sonlar, qui est la directrice scientifique et qui est toujours directrice de recherche au CNRS. Et eux, ils ont une technologie qui permet de faire des qubits photons de bonne qualité, mais ils font la source de photons, ils ne font pas forcément les qubits. Mais ils sont partenaires de différentes sociétés et laboratoires, un qui est en Italie et une société qui s'appelle Quix qui est aux Pays-Bas, pour justement créer des qubits photons de qualité et en nombre. Et puis évidemment, il y a toujours le projet en cours au LETI à Grenoble de faire des qubits silicium, sachant que pour l'instant, ils en sont à 2. Donc, voilà. Bon, ça, on reviendra un peu plus tard dessus. On ne va pas trop s'étaler. On va revenir sur l'actu, donc, et ton deuxième sujet, c'est Delft qui fait des premiers tests justement sur 4 qubits silicium intriqués. Et ça, a priori, ça ouvre la voie justement à ta petite filière du CEA Leti. Ça promet des petites choses pour Il y a un lien votre entre les deux. Il y a un lien entre les deux. Effectivement, dans le monde, il y a quelques laboratoires qui travaillent sur cette filière. Il y a Delft aux Pays-Bas, il y a le CEA à Grenoble, il y en a quelques autres en Australie, aux États-Unis. Et la performance qui a été obtenue par Delft avec des qubits silicium-germanium, elle est extrêmement intéressante parce que ça montre pour la première fois qu'on est capable d'intriquer 4 qubits, alors qu'avant on était limité à 2. Et en fait, cette structure de 4 qubits, elle a une grosse différence par rapport à 2 qubits, c'est qu'elle est en 2D. Parce que quand tu intrigues 2 qubits, tu es en 1D en fait. Tu as une ligne de qubits. Bon. Mais ça ne prouve pas que tu vas pouvoir faire une structure à 2 dimensions pour scaler. Et le fait qu'ils aient réussi à créer une petite structure en carré avec 4 qubits intriqués, ça montre qu'il y a un potentiel de scalabilité du modèle. Ça reste à prouver évidemment, mais c'est la brique de départ pour scaler. Et d'après les spécialistes du domaine, cette expérience qui a été publiée début septembre par Delft, dans Arxiv, qui est le fameux site où on trouve tous les articles en prépublication, eh bien, elle est extrêmement porteuse d'avenir pour cette filière silicium, donc aussi pour les équipes de Grenoble. Ouais, Alors, les équipes de Grenoble, eux, ils n'ont pas encore été jusqu'à montrer ça sur 4 qubits. Par contre, eux, ils travaillent sur une techno complémentaire qui est la technologie de contrôle des qubits en 2D. C'est-à-dire comment faire en sorte, justement, en évitant la filasse de nos amis d'IBM dans le supraconducteur, comment faire en sorte de piloter ces qubits avec une filasse limitée, une consommation d'énergie tout aussi faible, ce qui est extrêmement important pour pouvoir scaler en nombre de qubits. Okay, donc c'est une bonne nouvelle, tout ça. Enfin, c'est une bonne nouvelle pour faire avancer le schmilblick, même si, effectivement, on repousse les limites d'étape en étape, on découvre d'autres limites et petit à petit, on avance, quoi. Ouais, mais on commence avec 2 petites briques de Lego, puis 4, et puis au fur et à mesure, on arrive à faire des pièces de plus en plus complexes. C'est sur la bonne voie. Honeywell, quand ils annonçaient 4 qubits en mars, ils avaient présenté ça comme l'ordinateur le plus puissant du monde, en fait, avec 6. Et avec 6, et en utilisant le fameux métrique du quantum volume, un peu pipeau d'IBM, ils disaient on avait la machine la plus puissante du monde. Ben oui. Mais bon, c'était un peu tiré par les cheveux comme explication, mais pas totalement faux non plus. Et ça c'est ni faux ni vrai, c'est entre les deux. Il faut l'interpréter en détail, quoi. Ouais. Voilà, mais c'est intéressant, ça montre que ça avance et ça continue à avancer. Et pour l'instant, rien n'a encore stoppé la machine du quantique. Et ça, c'est quand même vachement chouette.
Alors ensuite, on a la Chine, toujours. Ils sont toujours très discrets sur ce qu'ils font, mais de temps en temps, on a des petites infos. Et là, on a un échantillage de bosons avec Échantillonnage, oui. échantillonnage de bosons avec 70 photons. Le record précédent, c'était 20 photons il y a un an. Ça fait beaucoup de photons en plus, 50. À quoi ça sert? À rien. Donc c'est de la news, pas C'est le news. paradoxe. C'est le paradoxe. C'est que les photoniciens, ils utilisent cette notion d'échantillonnage de bosons comme une sorte de benchmark, en fait, de la puissance de calcul d'un ordinateur quantique à base de photons. C'est un peu l'équivalent du calcul qui était fait par Google il y a un an avec la suprématie sur les qubits supraconducteurs. Dans les deux cas de figure, c'est des calculs qui donnent une supériorité finalement sur un outil analogique par rapport à un outil numérique, qui serait un supercalculateur essayant d'imiter l'analogique, mais c'est sur des algorithmes qui n'ont pas un grand intérêt. Donc c'est ça le paradoxe. Mais quand même, ça permet de montrer jusqu'où on peut aller, et ça permet de montrer que la technologie progresse. Alors la Chine, elle aime bien, je dirais, délivrer des prouesses dans ce domaine-là. Bon, il faut savoir que c'est assez compliqué de générer ces photons. Hein. Il faut d'abord des sources de photons très puissantes, ce qui n'est pas évident à créer. C'est dans la lignée de ce que fait Candela en France, mais Oui, probablement... c'est ça, c'est Pascal Senlar fait avec ses équipes et c'est eux qui arrivent quand même à faire les photons les plus purs, quoi, les plus parfaits pour ce genre de Voilà, choses. sachant qu'après, il y a une histoire de rendement, de puissance, sur laquelle Candela est extrêmement actif, et les Chinois ont avancé aussi de ce côté-là, d'ailleurs en copiant un certain nombre de choses venant d'Europe, Oui, tout à France et fait. ailleurs, voilà. On peut le dire. Et ils utilisent un peu la force brute, les Chinois. Ils ont des moyens infinis. Ils ont des laboratoires dotés de milliards de dollars. Ils font ce qu'ils veulent. C'est piloté par le fameux Jay Wei-Pan, qui est un petit peu le gourou, le pape du quantique en Chine. En Chine, Et il est donc, passé par Cambridge d'ailleurs, si je me souviens bien. non, Et c'est non, pas par Cambridge. Il est passé par l'Autriche. D'accord. Et il est passé par l'Autriche et il a fait son doctorat en Autriche avec, alors je me demande si c'est par Rainer Blatt ou Zeilinger, j'ai oublié lequel des deux. Enfin, un des deux grands physiciens, photoniciens Il est venu étudier autrichiens. en Europe un certain temps. Il a fait son doctorat en Autriche. Enfin, tu sais, Yordanis Kerinidis, qu'on a rencontré récemment, il a fait son doctorat avec Peter Shor. Ça calme. Hein. Daniel Estève, il a encadré le postdoc de John Martinis, qui était devenu le pilote du quantique chez Google. Donc oui, ça circule dans ce petit milieu. Et pour revenir à la Chine, mais on retrouve régulièrement la France au milieu de tout ça. oui, il y a pas mal de choses venant de la France ou liées à la France. Alors, par contre, la Chine, donc ils utilisent la force brute, ils ont des systèmes, je dirais, mis sur des tables optiques qui sont très très grands avec plein de déphaseurs, plein de miroirs, plein de systèmes pour faire circuler les photons. Et après, ils font ce petit calcul qui permet de battre des records. Mais ce n'est pas les seuls. Hein. Il y a d'autres sociétés qui sont très très ambitieuses dans le domaine. Il y en a deux qui sont très intéressantes à suivre de très près, même s'ils sont un peu discrets sur ce qu'ils font. C'est d'un côté Psyquantum, qui est créé à l'origine en Angleterre, mais qui pour l'instant est basé aux États-Unis, et puis Orca Computing, qui est anglais aussi. Et c'est deux boîtes qui ont toutes les deux l'ambition de faire du calcul quantique avec des photons. Et d'ailleurs, avec une technique que m'a expliqué pour la dernière édition du bouquin Elam Kashefi, qu'on a eu aussi en entretien dans Décode Quantum, qui est une technique un peu compliquée à comprendre, qui s'appelle le Measurement Based Quantum Computing, ou MBQC, qui a une caractéristique intéressante. C'est une technique qui consiste à tirer parti des faiblesses des photons. Les photons, pour l'instant, on n'arrive pas bien à les intriquer entre eux. Donc, par contre, on sait créer des photons qui sont intriqués au départ, avant le calcul. Donc, en gros, l'idée, c'est d'intriquer plein de photons entre eux, puis après, de lire l'état de photons pour simuler des portes quantiques. Alors, la technique est très compliquée, je l'ai expliqué dans le bouquin. Et à la fin, on arrive à obtenir l'équivalent d'un calcul avec des portes quantiques classiques. Et alors, la caractéristique de ce système, c'est qu'elle permet de remplacer un algorithme quantique profond. Alors, profond, c'est au nombre de portes quantiques qu'on est obligé d'enchaîner à la queue leu, qui peut être des milliers, notamment quand on met des codes de correction d'erreur. Et en fait, avec ce type de calcul, on est capable de remplacer la profondeur par la largeur. C'est-à-dire qu'au lieu d'être contraint par le nombre de qubits qu'on va pouvoir entraîner à la queue leu, en fait, on va quasiment ne pas avoir besoin de plus que 10 à 20 portes quantiques d'affilée. Parce qu'on peut paralléliser en fait le calcul, grâce à des propriétés mathématiques et quantiques de cette méthode de calcul. Et c'est très intéressant parce que les photons, non seulement on a du mal à les intriquer entre eux dans des portes quantiques, mais par ailleurs, les circuits qui traitent les photons, ils utilisent ce qu'on appelle les flying qubits.
Un Des photon, petits qubits volants. c'est des qubits volants, ils bougent. Et comme ils bougent, ils ne restent pas en place. Et comme ils ne restent pas en place, ils traversent des portes quantiques dans l'espace, en fait. Et donc, ça veut dire que les circuits on va dire les circuits photoniques, même s'ils sont miniaturisés, eh bien, on va être obligé de mettre en dur le nombre de portes qu'ils vont traverser. Donc, c'est embêtant, parce que si tu mets 20 portes ou 30 portes et que ton algorithme il fait 50 portes, tu es bloqué. Ouais. Alors, dans les autres qubits, on est bloqué par le bruit aussi, mais tu es bloqué physiquement, là, parce que ton photon, il a traversé ces 30 portes, à la fin, c'est terminé. Et donc, la solution, c'est ce fameux système MBQC qui évite d'avoir des calculs profonds quand on les met en œuvre. Donc, il y a un lien, en fait, entre des méthodes, on va dire, logiques de calcul et des méthodes physiques pour le mettre en œuvre. Donc, tu vois, les Chinois, indirectement, il faut avancer ça. Il faut avancer cette discipline pour faire des progrès dans cette filière de qubits qui est une des 6-7 filières connues dans le monde. Écoute, on attend de voir la suite. Je ne sais pas si tout le monde a compris, mais allez dans le bouquin pour voir les schémas expliqués. Non, ouais, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'imaginer. Est-ce qu'on pourrait dire, imaginer une équipe de 2 ou 3 personnes qui font chacun tout le déroulé de leur tâche, et puis 100 personnes qui ont chacun une tâche, mais qui va aller l'une avec l'autre. Et en fait, du coup, on va gagner du temps parce que ça a été toute la chaîne de valeur a été faite par plusieurs personnes en même temps, au lieu de 3 personnes qui mettaient dans le même temps. Je ne sais pas ce qui c'est une manière de l'expliquer. Oui. Alors moi, j'ai essayé de comprendre mathématiquement comment c'était possible, parce que c'est pas évident de comprendre comment, dans un calcul, tu remplaces un calcul séquentiel par un calcul parallèle. Parce que on sait que c'est difficile à faire, par exemple, dans le calcul classique, quand on a un supercalculateur ou des clusters, c'est très compliqué d'avoir des algorithmes qui vont répartir les traitements pour les paralléliser. Sauf que là, c'est n'importe quel algorithme avec des portes à la queue leu qu'on va pouvoir étaler comme le Nutella sur la tartine, quoi. Et là, tu te dis, mais ça marche comment? Et en fait, ça vient du fait que les processus élémentaires qui sont utilisés dans ce fameux calcul MBQC, ils ont une propriété mathématique qu'on appelle la commutativité, c'est-à-dire qu'en fait, on obtient le même résultat quel que soit l'ordre dans lequel on le fait. Et c'est ça qui permet de paralléliser, pour faire simple. Je simplifie un peu, mais en gros, c'est des propriétés mathématiques de ce type de calcul qui permettent de paralléliser sans forcément que ce soit une prise de tête pour les développeurs. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ah, c'est passionnant. Après, ça demande en effet une espèce de gymnastique intellectuelle. Ah bah, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Et oui. Mais en même temps, arriver à comprendre le concept est assez intéressant et permet parce que j'ai découvert un truc de taré, là. Quand j'ai écrit mon bouquin, je me suis rendu compte qu'il manquait un chapitre. Oui, mais ça, tu vas encore découvrir. Non, mais il y en a d'autres qui manquent. Mais il y en a un énorme qui manque, parce que j'en parle pas beaucoup, c'est la notion de mesure, en fait. Comment on mesure l'état d'un qubit et quel est l'impact de la mesure sur le calcul et les erreurs? Il y a la notion de rétropropagation, il y a des notions de mesure douce. Mais je vais te couper, Olivier, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de finir le dernier traitement et on reviendra comme ça. Voilà. Donc, la dernière actu, c'est Google qui, un an après, refait parler d'elle et continue à faire parler d'elle. Deux ou elle. C'est comme la quantique ou le quantique, c'est la Google ou le Google. C'est le Google, oui, mais c'est la société Google. J'étais partie là-dessus. Donc, il fait parler d'avancées dans la simulation chimique. Donc, ça, c'est un sujet qui tient très à cœur. En tout cas, moi aussi. C'est plus une couverture média publiée sur Axiv en avril dernier, mais qui n'avait pas été très remarquée. Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi, une version légèrement améliorée de l'ordinateur Sycamore? C'est ça. Ils ont légèrement amélioré le Sycamore, là, qui était l'ordinateur quantique de 53 qubits servant la suprématie annoncée en octobre officiellement 2019. Et là, ils ont légèrement amélioré leur architecture pour réduire un peu le bruit. Et ils ont publié 2 algos, un algo d'optimisation et un autre de simulation chimique. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit quand ça a été publié initialement en avril. Et je ne sais pas pourquoi ça prend du temps, mais tout d'un coup, la presse s'est réveillée, alors que le papier n'est pas forcément passé dans une revue à comité d'auteur. Donc voilà, les médias l'ont relayé, Google a communiqué dessus. Ça permettait d'élargir un petit peu par rapport à ce qui se passait chez IBM, le champ du possible dans la simulation chimique, mais on est encore dans la simulation de molécules extrêmement simples. C'est normal, on est limité par le nombre de qubits. C'est toujours avec 53 qubits, c'est pas plus. En tout cas, c'est intéressant. Et la différence entre ce que Google a présenté en avril et ce qu'ils avaient présenté en octobre, c'est qu'en octobre, leur algorithme ne servait vraiment à rien. Ouais. C'était un générateur de nombres aléatoires qui vérifiait que les nombres étaient bien aléatoires. Donc, une fois que tu as fait ça, c'est super compte. C'est peut-être intéressant pour la crypto, mais à part ça, c'est pas très utile. Alors que là, l'optimisation d'un côté et la simulation chimique, c'est utile.
Donc, ils sont pas, mais par contre moins impressionnants. Donc voilà. Donc, mais Oui, c'est mais c'est bien qu'ils oui. fassent ce genre d'effort dans leur communication et leurs travaux de recherche. Oui, c'est qu'on arrive à quand même visualiser que ça pourrait être utile un jour et pas juste des effets de chiffres dans le vide en fait. Eh ben écoute, on a fait le tour. Moi, je te Alors j'ai un propose. truc à te montrer quand même. Ah, vas-y. C'est Mais un alors ça, livre. vas-y, vas-y. Je ne sais pas si on le voit là. C'est Julien Bobroff, Voilà. mets-le Alors bien c'est devant ton micro. La voilà. quantique autrement. Il dit la quantique, Julien. Mais Oui. c'est parce Alors que lui, il parle de physique quantique. il m'a fait une dédicace parce qu'il a lu la page où je parle de la et le quantique dans le bouquin et il me dit, même si tu l'as noté, je dis moi-même de la quantique, car pour moi, c'est d'abord de la physique, on ne se refait pas. Voilà. Donc, c'est un livre intéressant, alors qui traite peu du calcul quantique, hein. En gros, d'ailleurs, il dit, si c'était mon argent, j'investirais pas dedans, dans le bouquin. Par contre, Julien, c'est un type extraordinaire. Qui est enseignant de physique quantique et notamment spécialisé dans les supraconducteurs. Et il a une capacité de vulgarisation de la physique quantique qui est vraiment très bonne. Et donc, c'est un livre, je dirais, plutôt destiné à un grand public semi-averti. Le public de mon bouquin étant peut-être un peu plus averti et plus ingénieur, qui permet de se faire une idée de l'étendue, de la portée de la physique quantique et de ses applications. C'est vraiment très très bien fait, c'est très bien illustré. Je recommande ce livre pour ceux qui veulent découvrir la physique quantique Voilà, ou avec de la essayer de mieux pédagogie. comprendre un peu plus facilement. Il a une capacité, hein, il y a même des vidéos YouTube, il est capable de Tout l'expliquer à fait. avec des nouilles. Donc voilà, ça rentre dans la cuisine. Alors, il fait des démonstrations de lévitation Aussi. avec des supraconducteurs. En fait, c'est vraiment la supraconductivité qui est sa spécialité et il la démontre très très bien. On l'avait rencontré tous les deux dans une conférence qu'il avait fait à USI, je sais plus, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 2 ans C'est là que même. c'est là que je l'ai découvert. Voilà, c'est un livre intéressant. Bon, et ben voilà, la petite promo. Et ta promo à toi, une conf bientôt à Grenoble, une conférence le 16 octobre. Tu vas parler quoi? Quantique? Oui, oui, Et en effectivement. plus, pas Donc, tout seul. voilà, exactement. Donc, le 16 octobre, le pôle de compétitivité immunologique organise une conférence. On mettra le lien dans la vidéo, Mhm. qui est un workshop d'une journée, qui est destiné plutôt au monde des entreprises pour leur faire découvrir en fait le calcul quantique à la fois sous l'angle des enjeux, du hardware, du logiciel, des applications, des usages. Alors, j'ai le plaisir de faire l'introduction de cette conférence avec Alexia Ofev, qu'on a déjà cité plusieurs fois, qui est la spécialiste de la thermodynamique quantique, entre autres choses, à Grenoble. Mhm. C'est suivi d'une présentation par Maud Vinet et Tristan Meunier sur les différents types de qubits et les enjeux technologiques de ce côté-là. Et ensuite, il y a des présentations d'Atos, d'IBM, plutôt sur la partie logicielle, de Total, sur les applications. Il y a un grand nombre d'intervenants qui sont à mi-chemin entre le monde de la recherche et des entreprises, quelques startups. Ça permettra de faire un bon tour d'horizon et d'avoir un avant-goût de ce qu'on peut en faire en tant qu'entreprise. Donc, je En tout cas, recommande cette conférence. du beau monde. C'est une conférence qui est payante, Pas mais qui est cher, pas très cher. abordable, qui est abordable. Et donc, si vous avez envie de voir ces sommités quand même, puisque c'est du très beau monde qui est là, n'hésitez pas à vous inscrire, on vous met le lien. Donc Eh bien, vendredi écoute, 16 octobre à Grenoble, voilà, c'est pour ça. ceux qui peuvent Mais aller dans ce coin-là. online. Non, ça sera en ligne ou pas? Ou c'est Je que crois qu'il y aura physique? aussi, oui, oui, ça va être tourné et ça sera aussi en ligne. Mais Ok. on aura des vrais gens dans la salle. J'aime bien quand il y a des vrais gens quand même. Et les intervenants seront à peu près tous sur place et quelques-uns seront en visioconférence. Mais effectivement, la conférence sera diffusée aussi en ligne. Ok. Bon, en tout cas, porte bien ton masque, hein, fais attention à toi. Et puis, bah, écoutez, nous, d'ici là, on se sera peut-être retrouvés pour un autre quantum. J'imagine qu'Olivier m'aura bipé d'ici 15 jours parce qu'il y aura encore eu de l'actu. D'ici là, bah, écoutez, portez-vous bien tous et on va dire quantumment vôtre. Non, on va changer. Oui, oui, à la vôtre. Allez, au revoir.